Salut tout le monde, on est dimanche matin, je suis toute seule évidemment à la boutique, une parce que c'est dimanche, deux parce que Jérémy est en vacances cette semaine, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo des nouveautés jeux de la semaine. C'était une semaine chargée parce que on fait pas que du jeu de société, contrairement à ce qu'on peut mettre des fois trop souvent entre guillemets sur les réseaux sociaux, on fait aussi du jouet. Et là, évidemment, on est en train de rentrer beaucoup de jouets à l'approche de Noël. Donc la semaine fut chargée en transport de carton dans tous les sens. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc les jeux sont bien sortis avant-hier. Vous êtes déjà venus les voir déjà depuis vendredi. Mais je vous fais un petit rappel, du coup un condensé de ce qui est sorti cette semaine. On va commencer par une nouvelle pas très sympa qui concerne Dinan et son agglomération. L'envie, la volonté du conseil communautaire de fermer la ludothèque de notre agglomération. Pour des raisons sans doute budgétaires qui m'échappent sûrement parce que voilà, c'est toujours facile de critiquer, mais bon, quand une agglomération a la capacité de mettre 16 millions d'euros pour payer une piscine, une nouvelle piscine, c'est toujours dommage de se dire que dans un sens sûrement ça se fait au détriment de d'autres postes économiques et a priori la ludothèque fait partie de ces décisions-là liées. Je vais pas vous dire, vous qui regardez cette vidéo et qui aimez les jeux, forcément, à quoi ça sert une ludothèque, hein, mais c'est un lieu dans la vie d'une communauté, c'est un lieu assez indispensable. C'est des rencontres, c'est de l'intergénérationnel, c'est beaucoup d'apprentissage aussi, c'est un vrai lieu de vie dans une communauté. Et, bon, j'espère que ce ne sont que des rumeurs et que cette fermeture ne sera pas validée par le prochain conseil communautaire. J'ai tenté d'envoyer un mail à monsieur le maire, d'envoyer un mail aussi au président de Dinan Agglomération, pour l'instant sans retour, donc bon, affaire à suivre malheureusement. Bon allez, sur ce, on va passer aux nouveautés donc de la semaine. Bon, comme d'habitude, je commence par les jeux des petits qu'on avait déjà reçus la semaine précédente, mais qu'on n'avait pas pu mettre dans la vidéo de la semaine dernière. C'est Oust les monstres. Alors, Oust les monstres, un petit jeu coopératif à partir de 3 ans. On a 4 couleurs de chambre. C'est un jeu tactile, donc voilà, 4 couleurs de chambre. Il va falloir dans le petit sac, pochon, sachet, comme vous voulez selon la région où vous habitez, piocher donc un élément. Évidemment, alors les éléments vont aller dans la bonne couleur de chambre et hop, on pioche au fur et à mesure. Le but du jeu, évidemment, c'est de remplir et de remettre tous les meubles des 4 chambres sans piocher les petits monstres qui sont là pour nous embêter et qui, évidemment, ont des formes qui sont assez similaires à des éléments qu'on pourrait retrouver dans la maison. On gagne tous ensemble si les chambres sont remplies avant qu'un certain nombre de monstres ne soient venus nous embêter. Si on en sort quelques-uns, c'est pas très grave, ils sont quand même gentils avec nous. Voilà, ça c'est Oust les monstres. Je vous mettrai le nom des auteurs et des illustrateurs sur le bandeau parce que c'est des noms qui sont un petit peu difficiles, je l'avoue, à prononcer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis au programme? Premier de cordée. Alors, là on va chez Ozu. Premier de cordée. Voilà, c'est un jeu de Romain.
Non, je vous le mettrai aussi à la vidéo parce que je vais écorcher leur nom. C'est un jeu qui se joue à deux joueurs, qui dure 10 minutes. Donc j'ai mis en scène la montagne. Donc principe de départ, on se met tous sur une rangée, hein, c'est une vraie cordée. Et l'idée donc ça va être d'être le premier à réussir à aller jusqu'au sommet. Pour ce faire, à notre tour de jeu, donc on va déplacer un grimpeur du moment qu'il est retenu par la corde. Donc il apparaît bien de l'autre côté, hein, qui est exactement le même principe. On a un passage obligatoire par le camp de base. Si l'équipe verte passe par le camp de base jaune en premier, l'équipe rouge aura l'obligation de passer par le campement de couleur violette. On ne peut pas embêter les autres alpinistes quand ils sont sur les rochers, parce qu'ils sont bien attachés. Par contre, on peut... Je vais faire un truc pas gentil. Je vais pousser. Hop. Donc, notre pauvre alpiniste est tombé. Tant qu'il n'y a qu'un seul alpiniste qui tombe, tout va bien. Si malheureusement, on arrive à faire tomber 2 alpinistes de la cordée adverse, c'est fini pour eux. Ils sont éliminés. Et sinon, c'est la première équipe qui arrive à amener un alpiniste sur le sommet qui l'emporte. Voilà, petit jeu à 2. Enfin, c'est pas un petit jeu d'ailleurs, c'est un bon gros jeu de chez Ozu. On continue en grimpant dans un peu plus familial. Smarten, donc là on est sur du quiz. Ça c'était la boîte de base. Il y a eu un Smarten pour les plus grands et sort maintenant le Smarten Family. Donc principe d'un quiz très classique, hein. C'est édité chez Wilson Jeux. Ça se joue de 2 à 8 joueurs. On va avoir une question centrale. À mon tour, je vais répondre à la question en soulevant donc un petit bidule picot, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Si la réponse est validée, super, sinon hop, c'est fini pour moi. Voilà, c'est plein de questions de culture générale, famille, donc 2000 questions, 2000 réponses possibles. On a de quoi s'amuser sans trop de difficultés, pouvoir mettre tout le monde sur un jeu, sur un jeu de quiz, ça c'est toujours chouette. Alors une catégorie maintenant dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les jeux abstraits. Alors les jeux abstraits, et ben cette semaine, il y a un petit lot de jeux abstraits. Je vais commencer par Helios qui est le plus familial peut-être, le plus accessible. C'est les rayons du soleil. Donc l'idée ça va être, on a chacun des rayons de soleil qu'on a pioché au début de la partie en fonction du nombre de joueurs que nous sommes. On va à notre tour de jeu donc séparer les rayons par groupe et on va aller poser ces groupes sur le plateau, donc rouge sur rouge, vert sur vert, etc. Et je ne peux poser des rayons que s'ils sont au même niveau. Je ne peux pas poser de rayons s'ils sont plus hauts que le soleil. Il faut rajouter un soleil. Donc avec toutes ces contraintes, on arrive à se bloquer, à se coincer. Des fois, on ne peut pas poser son groupe, donc il faut dégrouper les ensembles qu'on avait prévu de poser. Et le premier qui arrive à se débarrasser de ces rayons a gagné. Voilà. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 7 ans et 15 minutes de jeu. À l'autorat, on a Philippe Proux. Voilà pour le premier jeu abstrait. Le deuxième, c'est Nonaga. Nonaga, celui-là, c'est Victor Battista Iroca, qu'on connaît bien parce qu'il a fait Kikou le coucou chez Abba, qui est resté très longtemps dans nos étagères, qui se fait plus malheureusement, qui était un sympathique petit jeu. Donc ça se joue à 2, il y a 2 couleurs. Donc le principe c'est d'essayer de réunir les couleurs, les pions à sa couleur, de les mettre sur les cases adjacentes. Pour ce faire, à notre tour de jeu, on va déplacer un de ces pions. Le pion se déplace toujours en ligne droite, il avance et dès qu'il cogne contre quelque chose, paf, il s'arrête. Et ensuite, on va avoir la possibilité de déplacer un jeton, un socle, vers un autre endroit de façon à faire évoluer le placement du plateau.
C'est efficace, c'est simple, pareil. C'est le plaisir de ces jeux abstraits où on a des règles qui s'expliquent très vite et qui ouvrent après un champ des possibilités assez impressionnant. Voilà pour Nonaga. Et le petit dernier, malgré le fait qu'il soit thématisé, on est en réalité sur un bon jeu abstrait, un bon jeu de placement avec l'immense, l'énorme, le sublimissime Bruno Catala aux commandes. Bruno avait appelé à la base le jeu Insert et vous allez vite comprendre pourquoi ça s'appelait Insert. L'éditeur Funforge donc, a choisi de thématiser le jeu et de l'appeler Donuts. Pourquoi pas. Donc l'idée, toujours un jeu à deux. L'idée cette fois, ça va être de réussir à aligner 5 donuts à sa couleur, horizontalement, verticalement ou diagonalement. À mon tour de jeu, je vais... Donc les possibilités de plateau sont énormes, hein. Enfin énormes, vous calculerez la probabilité. Et donc beaucoup de rejouabilité évidemment. À mon tour de jeu, donc on va placer un... un jeton sur une des cases et vous voyez il y a des lignes, des colonnes, des traits, la case est coupée en deux et qui donc indique à la personne avec qui je joue où elle doit absolument jouer. Donc c'est-à-dire qu'ici je me suis posée sur cette ligne là, donc le joueur suivant doit forcément, mon adversaire doit forcément jouer sur cette rangée. Il se met ici, donc moi je dois jouer sur cette rangée là. Paf, je me mets là par exemple, et au fur et à mesure, comme ça, on va poser nos pions. Le principe de, donc, pourquoi on parlait de insert, c'est que si il vient à se faire que, là c'est pas possible, hein, c'est pas réalisable ce que je fais, que je vienne donc m'insérer entre deux jetons adverses, paf, je les retourne. Donc c'est l'inverse de l'Othello, ces jeux-là où au contraire quand on les encadre, qu'on les retourne. Ici c'est au contraire quand je suis insérée entre deux pions adverses que je les retourne. Voilà cette petite particularité du jeu. De même qu'on disait pour les deux autres, hein, des règles qui s'expliquent vite, qui se comprennent vite, et un jeu encore très malin de Bruno Catala, un petit jeu abstrait. Petit souvenir d'ailleurs, pour si vous aimez les petits jeux abstraits, moi un jeu de Bruno, allez hop, je sors du champ, un petit jeu de Bruno que j'aime beaucoup aussi, si vous ne le connaissez pas, que je vous incite à regarder, c'est Okiya, un jeu à deux aussi que je trouve vraiment très chouette. Voilà, c'était la petite parenthèse pas prévue. Des jeux de logique. Johan Levé n'est jamais loin en ce moment. Il y a dit Johan Levé beaucoup cette année. On avait vu dernièrement les jeux de logique chez Djeco, que Johan et d'autres personnes de sa famille avaient imaginé. Là, on revient chez Banquise Édition. On avait déjà eu, le premier qui était sorti, c'était Bird en jeu de logique. Il y avait eu Hotel que j'ai plus en ce moment. Puis il y a eu Candy. Et sort maintenant Jungles. Donc Jungle, toujours basé sur le même principe, hein. Il va falloir essayer de trouver où positionner les animaux en fonction des indices qu'on va nous donner. Toujours une très jolie gamme, cartonnée, comme on aime. Voilà. Allez, on va grimper un petit peu en complexité, quoique les jeux de logique, c'est pas toujours simple. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Minodice. Alors là, on rentre dans les trucs que je n'aime pas, et pourtant, tadada, Minodice, c'est la version jeu de pli. Jeu de dés, pardon, du célèbre jeu de pli Skull King. Alors là, on est avec Manfred Reindl et Van Zik Gilles aux illustrations. C'est édité chez Yellow. Voilà.
un jeu de plis à dés, donc c'est forcément très étonnant. Donc c'est rempli de dés, évidemment. Chacun son petit paravent pour cacher les dés qu'il va avoir au fur et à mesure de la partie. Les dés ont différentes valeurs, évidemment, comme dans un jeu de plis. Et on va parier sur les plis de dés qu'on va réaliser. Donc au premier tour, on part avec un dé, chacun donc caché dans son paravent. On va lancer son dé. Avant de lancer, on va parier sur ce qui va arriver. Et au fur et à mesure, comme ça, on va rajouter un deuxième dé, un troisième dé, faire des paris sur les choses les plis qu'on peut réaliser au long de la partie. Voilà. Et ben c'est rigolo parce que ce petit côté un peu imprévu du jeu de dés forcément rajoute un peu d'aléatoire au jeu de plis, le rend du coup plus plaisant, moins stressant que l'est pour moi un jeu de plis. Donc j'ai vraiment adoré celui-là, étonnamment. Donc validé Minodice. Ensuite, je reprends. Désolée, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, donc j'ai coupé. On repart. Même si dimanche, il y a des gens qui cherchent à rentrer. Le jeu suivant, donc on est sur Casting Shadow. Donc Casting Shadow, c'est un jeu de T-Turtle. T-Turtle, c'est les gens qu'on aime pour leurs jeux rigolos, que sont Unstable Unicorn, Happy Little Dinosaur, Here to Slay, enfin, ces petits jeux avec des univers hyper choupinous, mais qui en font de ces jeux que je catégorise les gentiment méchants. Pareil, on va avoir un plateau qu'on va construire, donc avec le volcan souterrain, le désert aride et puis les plateaux des joueurs, leurs lieux natifs. Donc on va mettre donc les petits personnages sur leur lieu de départ. Peut-être lui, là j'avoue, je sais pas quelle couleur va quelle couleur, on va mettre ça un peu au hasard, désolé. On se munit de son petit personnage également. Et donc l'idée, ça va être non pas d'aller se balader, mais d'aller évidemment castagner les copains. Pour ce faire, on a des dés à notre disposition. Les dés vont nous permettre de nous déplacer, de gagner de l'énergie et de pouvoir lancer des cartes sorts. À partir du moment où j'ai réussi à obtenir 3 énergies, il va se passer quelque chose de fou, c'est que mon personnage va se transformer dans sa version ténébreuse. Donc évidemment avec plus de force et surtout la possibilité de se faire accompagner d'un personnage qui s'appelle le compagnon et qui va pouvoir nous donner évidemment des pouvoirs complémentaires. À partir de là, on avance, on castagne et à la fin il ne restera qu'un. Voilà, c'est Casting Shadow, c'est à partir de 12 ans, hein, c'est toujours ces jeux T-Turtle, c'est pas parce qu'ils sont choupinous qui sont pour les tout petits. On est sur des jeux qui sont quand même avec un petit peu de règles, un petit peu de longueur de jeu. Donc celui-là à partir de 12 ans, un peu moins si vous avez l'habitude de jouer en famille. Voilà, Casting Shadow. Qu'est-ce que j'ai prévu au programme ensuite? The Great Split, t'es où? Split. Alors, celui-ci, magnifique jeu chez Yellow, un jeu de Jalmar H et Lorenzo Silva, et aux illustrations, l'excellent Weberson Santiago. On est sur un jeu très épuré, avec un thème... Alors moi qui m'accroche très souvent au thème des jeux, j'avoue que celui-là,
L'idée, c'est de cumuler des richesses, donc c'est un peu bon, pourquoi pas. C'est pas un thème qui va renouveler le monde du jeu, mais il est tellement épuré finalement que bah, forcément ce côté blanc à plat forcément fait penser à Tokaido, hein, ce côté complètement épuré. Et ce qui fait que sur The Great Split, et ben, le jeu est fluide, il est glissant, et en fait le thème on s'en affranchit très vite. C'est une course au point. Le but du jeu évidemment de monter donc nos scores des différentes catégories au mieux. Le principe, la mécanique du jeu, c'est on va avoir des cartes en main. Je vais partager mon paquet avec mon voisin de gauche et mon voisin de droite, de façon à leur proposer des échanges et combiner en fonction de ce qu'ils ont, de ce qu'ils veulent, de ce que moi je veux garder, de ce que me propose l'autre, d'optimiser mon paquet pour pouvoir faire avancer mes ressources. C'est malin, c'est très plaisant. Et surtout, le truc chouette, bah, comme ça se joue en simultané, ça va vite, et ce qui permet d'en faire un jeu pour 2 à 7 personnes. Donc, c'est pas souvent qu'on a des jeux comme ça de stratégie qui peuvent se permettre d'avoir un grand nombre de joueurs. Donc, celui-là est vraiment intéressant et une thématique qui finalement est vraiment très plaisante également. Voilà. Mon petit chouchou du jour. C'est pas bien d'avoir des chouchous, mais c'est pas grave. Welcome, bah forcément vous connaissez Welcome to, qui est déjà sorti il y a quelques années. C'était pendant les confinements d'ailleurs, c'est un des jeux qui est cher à mon cœur parce que beaucoup joué à cette époque. Là on a eu entre temps le Welcome to the Moon, hein, qui a beaucoup fait parler de lui aussi, qui avait reçu le prix Autorial d'ailleurs l'année dernière, donc pour Benoît Turpin et Alexis Allard. Et les deux messieurs donc reviennent avec une version collector du Welcome. Alors c'est quoi une version collector? Une version collector, c'est le jeu de base revisité. Revisité comment? Eh ben, les feuilles ont été plastifiées. Donc maintenant, vous avez non plus les feuilles papier, mais vous avez les petits crayons effaçables pour pouvoir user et réuser de votre jeu. Il y a des extensions dans la boîte qui étaient séparées avant, des petites choses revisitées, réimaginées, revues, et surtout, c'est là où j'en viens à la petite noce artistique de Blue Cocker, l'éditeur, qui donc a fait appel, donc l'illustratrice de base donc à Nightsig, et cette fois donc Blue Cocker a fait appel à des illustrateurs et des illustratrices pour imaginer des petits thèmes. Donc là on a Christine Alcouf. Christine, vous la connaissez parce qu'alors elle a fait illustrer Papertail, Lucky Duck, et moi le dernier qui m'a beaucoup plu, c'était les Toits de Paris, où en plus elle est autrice sur le jeu. Évidemment, l'immense, la géniale Maud Chalmel, qui est très très joliment illustré, Splitto, qui a fait celui-ci. Vincent Dutray, dont on va reparler dans pas longtemps aussi, Hit, hein, évidemment, par exemple. On a Ryan Goldberry, qui avait fait Burgle Bros, Paperback, Fugitif, j'avoue, je connais un petit peu moins. On vient d'en parler, Weberson Santiago, donc pour The Great Split. Oh, j'ai vraiment du mal avec le nom de ce jeu. Et la sympathique Bess Sobel, Wingspan, Cascadia, etc., qui a fait ce motif. Voilà, donc c'est Welcome, mais avec plein de culture ludique dedans, d'artistes et de revisites du jeu qui en font un magnifique coffret édition collector. Voilà,
welcome. Allez, on parlait de Vincent Dutrait en illustration, le revoilà. On parlait de Benoît Turpin en autorat, et ben le revoilà. Cette fois-ci, non pas accompagné de Alexis Allard, mais de Florian Siriex pour The Heart Project. On est sur un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs. On joue, alors j'ai lu une interview de Benoît et de Florian qui parlait d'une espèce d'équipe de agence touristique. Ça m'a beaucoup amusé. Donc des joyeux drilles qui ont l'air plutôt sympathiques, hein, qui ont décidé de se lancer à la poursuite d'œuvres d'art qui ont disparu. Et voilà, cette bande de joyeux lurons va donc dans son camping-car, le van un peu déluré, vont partir essayer donc de récupérer des œuvres d'art. On a un livret de règles si c'est Lumberjack Studio qui édite le jeu. Hein. Livret de règles qui est vraiment superbement préparé. Donc, l'idée est de récupérer des œuvres d'art. Pour ce faire, eh ben, il va falloir évidemment combattre la mafia, la main blanche, pardon, qui vient évidemment nous empêcher de les récupérer. Comment ça se passe? On a des cartes qui sont divisées en différentes parties et qui vont nous dire donc ce qu'on va faire à ce tour-ci. Donc par exemple, sur la première carte ici, ça nous dit dans la première colonne ce qu'on va perdre. Dans la deuxième colonne, où il faut mettre une main blanche. Et dans la troisième, c'est pas des colonnes, c'est des lignes d'ailleurs, c'est dimanche. Et dans la troisième ligne, donc ce qu'on va récupérer. Et sur la dernière ligne, ce qu'il y a comme type d'œuvre d'art qu'on va éventuellement placer. L'idée, c'est de réfléchir à qui joue quoi en premier. Comment on récupère toutes ces ressources, parce que il faut récupérer du jerrycan, parce que le jerrycan, ça va nous permettre évidemment de faire avancer de ville en ville notre van. Les talkie-walkie vont nous permettre de récupérer des personnages en plus qui vont nous aider quand on est en mauvaise posture. Et évidemment, il y a dans toute bonne histoire un peu de flingue pour évidemment se débarrasser des méchants. Donc toutes ces petites choses, il faut savoir comment les gérer, donc dans quel ordre on va jouer les cartes. Et surtout aussi, les œuvres d'art, elles apparaissent à partir du moment où on a trois éléments identiques sur les cartes qu'on a jouées. Donc une fois que j'ai trois Mona Lisa, on va dire 3 œuvres d'art, hop, elles vont donc apparaître sur une ville, et à partir de là, on va pouvoir aller les récupérer. Pour ce faire, va falloir se déplacer en fonction de là où on est. Il va falloir aussi évidemment éliminer les mains blanches qui se trouvent sur le chemin. Les mains blanches, il faut faire attention à ne pas les laisser prospérer sur les villes, parce qu'à partir d'un moment où il y en a trop, et la ville ne devient plus... on ne peut plus s'y arrêter, on ne peut plus y aller et on ne peut plus la traverser. Donc là, il va falloir faire le tour si la ville est coincée. Donc c'est plein de petites contraintes comme ça qui en font un excellent jeu coopératif, évidemment, et qui font que il va falloir bien réfléchir à qui fait quoi, dans quel ordre et comment. Les illustrations sont évidemment sublimes pour ceux qui aiment la touche de Vincent Dutrait. Il y a 6 plateaux de jeu, ils sont recto verso. Donc là on avait le Japon, on a l'Égypte, il y a la Polynésie, il y a les États-Unis, nous avons
Non, ça c'est les États-Unis, ça c'est Rio et ça c'est la Scandinavie. Voilà, 6 plateaux de jeu différents. Donc c'est une vraie possibilité de jouer des heures et des heures quand vous nous parlez de rejouabilité de jeu. Là, je crois que on a largement de quoi faire et avec un univers vraiment très joliment illustré, donc, et avec l'agence Tourisque aux commandes. Voilà, ça c'est The Art Project. On change d'univers mais on garde des méchants. On va essayer de tuer Kim. On est dans une dictature imaginaire. Là, on est sur un jeu à rôle caché. Donc, il y a 3 groupes. Les fanatiques de Kim, qui veulent pas qu'il meure. Évidemment, ceux qui veulent le tuer, les complotistes. Et puis, il y a la CIA qui, elle, doit mettre le bazar dans tout ça. Donc, en fonction du rôle qu'on va avoir, à notre tour de jeu, donc on va faire des votes. Il y a 3 votes qui sont pris en compte à chaque tour par l'un des joueurs. Et en fonction évidemment des votes qu'on va pouvoir dévoiler, on va essayer de deviner qui est quoi et puis essayer de retrouver qui sont les gens qui sont dans notre groupe et pour réussir ou pas à tuer Kim ou au contraire le laisser en vie ou mettre le bazar si on est la CIA. Voilà, c'est Kill Kim. Un petit jeu de bluff, donc là on est à partir de un petit nombre de joueurs, évidemment il faut être au moins 5 à 10 joueurs à partir de 12 ans et pour 30 minutes de jeu. Je peux prononcer le nom des auteurs, c'est Thibault Lorcy et Louis Rodeau et aux illustrations Florence de Nazel. Et c'est édité chez Ibutatilus. Il y a trop de syllabes. Ibutatilus. Désolée. Voilà. Eh ben, j'ai tout fait. Et c'est fou ça. On a des retours en stock. On a de nouveau du Pagan, super jeu à 2 joueurs. On a de nouveau du Earth aussi qui est revenu. Et puis surtout, comment vous dire, ça y est, on a reçu les allocations Lorcana. Là, je les ai reçus. Donc on sait ce qu'on va recevoir le 17 ou le 18 novembre. Donc vous pouvez, ça y est, passer officiellement vos précommandes à la boutique. On pourra vous dire ce qu'on peut vous allouer ou pas. Ça va, on est bien, on est tranquille, on est content de ce qu'on a pu recevoir, donc tout va bien, paniquez pas. Passez un bon dimanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a des jeux à venir. Évidemment, hein, c'est encore loin d'être fini toutes les sorties. On est qu'au mois d'octobre. La plupart de ces sorties, vous allez les retrouver dans notre fameux fascicule annuel, hein, la sélection des ludicaires. Cette sélection donc, qui était illustrée cette année par la talentueuse Maud Chalmel, où vous retrouvez donc la vie d'une boutique sur sa couverture. Maud, elle est magique parce qu'elle a su croquer le plaisir de l'instant, du plaisir du jeu, du partage. Et elle a croqué en plus différentes personnes du monde du jeu et c'est mignon. C'est un joli reflet de notre passion du jeu. Vous avez une ludicaire en marinière là d'ailleurs, ce qui est bien sympathiquement, gentiment illustré. Merci Maud. Dans cette sélection, on la travaille depuis le mois de juin. Vous avez c'est des jeux qu'on a vus durant tout le mois de juin, qu'on a essayé de voir. Des fois, ils sont encore en prototype, donc c'est-à-dire que c'est des boîtes pas finies, donc c'est pas facile. Certains sont trop encore en prototype pour qu'on puisse décider de les inclure dans notre sélection, parce que
au point de la règle du jeu n'est pas encore suffisamment finalisée, etc. Donc il y a sûrement des jeux que vous allez voir en fin d'année, vous allez dire mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la sélection? Parce qu'en l'état où on l'avait vu, on n'était pas encore suffisamment rassuré sur la finalité du jeu. Donc on fait. Puis des fois on fait des erreurs aussi, des jeux qui ne nous plaisent pas sur un moment, puis finalement on est passé à côté, ça peut arriver, mais jusqu'ici on est plutôt content de ce qu'on a pu mettre à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de jeux à venir dans cette sélection qui sont pas encore dispo, donc n'hésitez pas à passer la prendre dans la boutique la plus proche de chez vous. Vous avez donc toutes les boutiques, les 180 boutiques partenaires qui sont listées à la fin de la sélection, où vous pouvez aller chercher gratuitement votre petit fascicule. Justement, dans les petits jeux à venir, allez, je vous tease 2 minutes parce qu'on est dimanche et que j'ai un peu de temps. Avant de partir à la plage, je ne crois pas, vu le temps qu'il fait. On a bientôt qui arrive 5 minutes mystère. Ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup amusé. Je vous montre 2-3 trucs. Il y a cette roue magique, c'est un petit jeu d'observation, puis après un petit jeu de déduction. Donc, ça, on vous le montre très bientôt avant qu'il sorte. Qu'est-ce que j'ai? Il y a, bah oui, évidemment, mais celui-là, il sort la semaine prochaine. Le très attendu Sky Team. Donc on aura plaisir avec Jérémy de vous présenter la semaine prochaine. Je crois que vous en avez déjà beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un jeu de Luc Raymond édité par le Scorpion Masqué. C'est, je pense, le jeu le plus attendu de l'année. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si j'arrive à soulever cette énorme boîte. Il y a aussi cette immense boîte qui va sortir bientôt. Donc les aventuriers du rail en version Legacy. C'est pas souvent qu'on a des versions Legacy dans les jeux familiaux. Donc c'est pas forcément quelque chose dont vous avez l'habitude. Allez, je vous ouvre la boîte juste pour le plaisir. Il y a plein de choses dedans, des heures et des heures de jeu à venir, hein, le matériel. Je ne peux pas vous montrer beaucoup de choses parce que c'est comme c'est un legacy, je vais pas vous gâcher le plaisir de découvrir par vous-même ce qui va se passer. Donc nous on va commencer très vite les premières parties et puis voir comment va évoluer le jeu. Il y a une petite note des auteurs dans le livre de règles qui montre aussi l'évolution du jeu, de la société de nos jours, que j'ai trouvé intéressante. Donc on a pour les citer, Rob Daviau, Matt Leacock et Alan Moon, et Julien Delval évidemment aux illustrations, la patte qu'on connaît également. Une petite note expliquant que oui, les aventuriers du rail, c'est l'histoire de l'expansionnisme américain et que forcément ça a fait beaucoup de dégâts sur les tribus amérindiennes et que comme il l'explique, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu incorporer dans le jeu parce que c'était pas l'idée du jeu, mais qu'il faut pas passer à côté de ça quand on joue à ce type de jeu. Donc j'aurais salué cette petite note des auteurs. Voilà. Je pense avoir à peu près rien loupé pour un dimanche, c'est assez fou, mais l'intérêt c'est qu'on avait du coup un petit peu de temps. Et je vous laisse, comme dirait l'autre, retourner et vaquer à vos occupations du dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Jérémy. Salut tout le monde!